Bonjour à toutes et à tous. L'IREMO est très heureux aujourd'hui d'accueillir un livre et son auteur. Le livre, c'est L'Algérie, un rebond diplomatique. Et l'auteur, c'est Brahimou Mansour, qui est directeur de l'Observatoire du Maghreb à l'Institut des relations internationales et stratégiques, l'IRIS. Il est également chercheur associé. Ce n'est pas simplement un spécialiste du Maghreb, mais de beaucoup d'autres choses, comme le terrorisme, la gestion des conflits, et bien d'autres choses encore. Donc on est très très content de l'accueillir pour nous parler de l'Algérie. J'ai eu beaucoup de plaisir à lire ce livre, parce que c'est à la fois un livre savant, un livre qui fourmille d'informations, mais c'est aussi un livre qui se lit très très facilement. C'est une écriture très fluide, très limpide, et du début jusqu'à la fin, on ne s'ennuie jamais. On n'a pas le sentiment de lire un livre d'expert un peu compliqué, et en même temps, c'est un livre d'expert. La deuxième chose qui m'a beaucoup plu dans ce livre, et qui est personnelle, mais je pense que partagée par d'autres personnes, c'est qu'au fond, on a beaucoup d'idées fausses sur l'Algérie, nous Français. On a beaucoup d'ignorance sur ce pays. On a beaucoup de préjugés, de préconçus. Et le livre permet de rectifier un petit peu tout ça. Alors, si on manque un peu d'informations sur l'Algérie, si on a des idées fausses, je dois dire que c'est aussi un peu la faute de l'Algérie, puisque le tourisme y est quasiment pas développé. Les investisseurs étrangers sont présents, mais il n'y en a pas autant que l'économie du pays pourrait accueillir et en supporter. Et donc, la presse étrangère ne va pas facilement en Algérie. Donc on manque un peu d'informations et la conséquence, c'est qu'on a beaucoup d'idées fausses. Et ce qui est un peu anormal quand on est français, parce que l'Algérie, c'est quand même un pays qui est omniprésent pour nous, en France, dans notre histoire, dans nos têtes et dans notre vie de tous les jours. Et la France est aussi omniprésente en Algérie pour les mêmes raisons inversées. Je ne vais pas dévoiler, bien entendu, ce que va dire Brahim. D'ailleurs, je ne sais pas ce qu'il va dire, mais je sais ce que je dis sur son livre. Je voudrais simplement rappeler les grandes têtes de chapitre de son livre, parce que contrairement à ce que dit le titre, qui parle de diplomatie, ce n'est pas simplement un livre sur la diplomatie algérienne. C'est un livre qui aborde beaucoup d'autres sujets. Le premier sujet, c'est toute l'Algérie jusqu'à 1830, c'est-à-dire la colonisation française, avec la prise d'Alger. Ensuite, il y a toute la présence française, la colonisation française qui est traitée. Et là, on verra combien cette colonisation française, qui est passée, bien entendu, mais on sait très bien qu'elle est omniprésente encore aujourd'hui et qu'elle perturbe les relations entre nos deux pays. Et donc là, il y a un développement qui est tout à fait intéressant de la part de Brahim. Ensuite, il y a, à partir de l'indépendance, il y a tous les gouvernements, toutes les tentatives de structurer la vie politique algérienne, avec quand même un fil conducteur, c'est que ça reste un régime avec des hauts et des bas, mais ça reste un régime sécuritaire et ou militaire. Il y a une partie aussi que j'ai trouvée très intéressante sur l'identité algérienne, sur les langues en particulier, parce qu'il n'y a pas que l'arabe qui est parlé en Algérie. Donc il y a des langues qui sont parlées en Algérie, sur la place de la femme aussi, la place de la femme algérienne. Il y a une partie très importante sur l'économie, avec ce paradoxe que tout le monde connaît, c'est que c'est un pays potentiellement riche, mais qui ne parvient pas à développer une économie qui pourrait satisfaire sa population. Donc une richesse essentiellement fondée sur les hydrocarbures, mais qui a du mal encore à se moderniser et à se développer. Et enfin, la dernière partie qui renvoie au titre, qui est sur la diplomatie. Alors, donc les relations extérieures de l'Algérie. On verra que là encore, il y a un autre paradoxe que je soulèverai peut-être, mais je pense qu'Ibrahim va en parler, c'est que l'Algérie a une très très forte capacité, elle n'est pas seule responsable, hein, mais elle a quand même une très très forte capacité à avoir de mauvaises relations avec ses voisins, que ce soit le Mali, le Maroc, la Tunisie un peu moins, la France bien sûr, l'Espagne aussi. Par contre, elle s'entend très très bien avec le lointain,
la Chine, la Russie, etc. Donc Brahim nous parlera de ça. Et dans ces relations, j'ose pas dire des relations extérieures, parce que la relation France-Algérie, c'est beaucoup plus qu'une relation extérieure. C'est à la fois ce qu'on pourrait appeler un dedans-dehors, et un mélange des deux, mais ça fait quand même partie de la diplomatie. Et bien sûr, Brahim nous en parlait. J'en ai trop dit, je m'en excuse, et je donne la parole à Brahim Mansour. Merci Christian. Merci à l'EREMO de m'offrir cette occasion de parler du livre et de l'Algérie plus largement. Je m'excuse juste d'abord par rapport à ma voix qui est cassée depuis 3 jours. Donc, heureusement, je ne viens pas pour chanter. Je vais essayer quand même de parler un peu plus fort. Oui, donc l'origine peut-être de ce livre, ou l'envie de faire ce livre vient d'abord de 2 constats. Le premier constat, déjà cité par Christian, c'est le peu de connaissances qu'on a notamment en France sur l'Algérie. C'est pour plusieurs raisons, bien évidemment. Je ne vais pas répéter ce qu'a dit Christian, mais oui, l'absence de tourisme. Beaucoup de Français connaissent la Tunisie et le Maroc. Ils connaissent les coins, les rues, les marchés. Ils rencontrent donc des Algériens, des Marocains et des Tunisiens sur place. Mais côté algérien, c'est très peu de Français ont franchi le pas. Et souvent, c'était vers le sud algérien qu'on visite. Et puis, les préjugés qu'on entend, soit à différentes échelles, à différents niveaux d'ailleurs. Sur la société algérienne, on parle toujours j'entends qu'une grande partie d'Algériens n'est pas urbaine, donc la campagne, on parle encore de la culture de la campagne, alors qu'aujourd'hui, plus de 70% d'Algériens sont urbains. Voilà, des clichés. Et puis, sur la question de la violence, heureusement, le Hirak 2019 est arrivé, et j'en reviendrai à le deuxième constat, mais on a toujours cru, ou l'image en tout cas qui était partagée par beaucoup, c'était une société d'ailleurs violente lorsqu'elle s'exprime, en tout cas politiquement. Bien évidemment, il y a eu des précédents. 88, la Disney noire, donc les années 90, avec la violence islamiste, le terrorisme islamiste, et d'autres clichés, bien évidemment, j'en passe. Le deuxième donc constat, c'est le constat ou contexte, c'est à la fois l'émergence, le déclenchement du Hirak, du 22 février 2019, avec à la fois ce Hirak qui, par son ampleur, plusieurs millions sortaient à la fois dans la rue, pacifiquement, donc, et parfois, après une manifestation à Alger, les manifestants nettoyaient les rues. Il n'y a pas eu de dégâts pendant plusieurs mois de manifestations. Aucune vitrine brisée, par exemple, sur les rues d'Alger. Tout ça a suscité admiration dans le monde et aussi a fait aussi, je dirais, a cassé aussi certains de ces clichés que je viens de citer. En même temps, il a suscité également un espoir de changement. Pour beaucoup. C'était l'occasion aussi pour le pays de passer à une transition, à une démocratisation partielle, totale, où l'essentiel, l'espoir était là avec la chute du régime de Bouteflika. Mais progressivement, donc après plusieurs mois de manifestations, les vendredis, les mardis pour les étudiants, progressivement, on observait quand même la volonté des dirigeants de l'époque, en tout cas, en tête l'ancien chef d'état-major, Gaïd Salah, ne voulait plus de transition, parler de transition démocratique, mais plutôt on privilégiait, les décideurs ont privilégié en tout cas d'un changement contrôlé par le haut, décidé par le haut, au lieu d'une transition démocratique et passer directement par les élections et non pas par une assemblée constituante à la tunisienne ou comme le revendiquait en tout cas
beaucoup de manifestants lors des marches hebdomadaires. Et progressivement aussi, l'appel aux élections qui ont eu lieu en décembre, le 12 décembre 2019 était accompagné par, je dirais, une machine à répression progressive, contrôlée, mais aussi progressive pour ne pas provoquer un affrontement direct avec la population, d'autant que avec depuis la chute de Bouteflika, l'armée s'est trouvée sur le devant de la scène. Ce n'était pas dans la tradition, en tout cas, de l'armée, de gérer le pays, les affaires du pays, en tout cas politiques, ouvertement. Donc ça s'accompagne par un durcissement progressif et depuis les élections, il y a eu donc décision de fermeture de l'espace public, interdiction de manifester, et puis le Covid, on dit toujours, il y a toujours des bénédictions pour les uns ou les autres. Le Covid arrive et donc les manifestants ont décidé de ne plus, donc progressivement, d'éviter de sortir dans la rue. Et cela aussi a profité au pouvoir algérien de fermer un peu plus, donc de contrôler un peu plus la rue. Et il y a eu donc à plusieurs, depuis en tout cas, des arrestations de journalistes, de manifestants. La réforme constitutionnelle qui, à la fois, ouvre le pays sur le plan économique. Donc il y a des réformes sur la loi 49-51 qui imposait au départ aux investisseurs étrangers de trouver un partenaire algérien. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Mais en même temps, sur le plan politique, la répression, en tout cas juridique, est durcie. Aujourd'hui, il suffit par exemple de critiquer, de remettre en cause, ou d'appeler par exemple à une prise de transition démocratique ou appeler à manifester, d'être accusé jusqu'au terrorisme pour certains, donc accusé de vouloir déstabiliser l'État et autres accusations. Donc on a vu des arrestations de plusieurs, donc centaines même de journalistes et militants. Sur le plan diplomatique, d'où le sous-titre rebond diplomatique, depuis en tout cas l'arrivée au pouvoir du président Tebboune, l'État algérien affiche cette ambition de revenir sur la scène régionale et internationale. Après quand même plusieurs années de repli qu'on pourrait même remonter à la fin des années 80, depuis donc la crise politique et sécuritaire des années 90, et puis sous l'ère Bouteflika non plus, il n'y a pas eu un réel rebond, malgré, je dirais, la parenthèse des années 2000 avec la guerre internationale contre le terrorisme déclenché ou lancé par le président américain George Bush, qui a, je dirais, en même temps accompagné par l'embellie des cours énergétiques. Cela a conforté un retour sur la scène internationale, mais au moins régionale, de l'Algérie, qui a vanté aussi son expérience dans la lutte contre le terrorisme. On voit à travers plusieurs mois un balai diplomatique, donc des visites officielles de chefs d'État turcs, jusqu'à récemment, donc plus récemment français, et puis l'Algérie qui a invité aussi, le président algérien qui a visité d'autres capitales, donc les plus récents, donc sa visite à Moscou, à Pékin et Ankara. Et donc là aussi, cela s'inscrit aussi dans cette volonté de revenir sur la scène internationale. Et puis sur la scène régionale, l'Algérie qui a accueilli
qui a joué un rôle de médiateur et qui a donné lieu à la signature d'accords, des accords de paix dits à accords d'Alger maliens, donc signature d'accords entre Bamako et certains rebelles, donc groupes rebelles Touareg, notamment au nord malien, donc depuis 2019 cherche à renforcer son poids dans la région, dans le pays d'ailleurs au Mali, et jouer un rôle un peu plus important en tant que chef de file, d'ailleurs reconnu comme chef de file de la négociation et de la médiation, pardon, sur le dossier malien, notamment avec la sortie de la France, donc la fin de l'opération Barkhane. Sur la Libye également, l'Algérie a tenté de reprendre la main alors qu'elle était complètement exclue. Je rappelle que les différentes conférences internationales sur la Libye ont lieu au Maroc, l'accord de Skhirat au Maroc en 2015, en Tunisie, à Paris en 2018, puis à Berlin, mais pas en Algérie. Donc l'Algérie a tenté d'inviter les différentes parties libyennes à Alger pour tenter une négociation, une médiation algérienne. Sur d'autres dossiers, bien évidemment, on peut revenir par la suite, mais j'en passe. Mais cette ambition affichée arrive dans un contexte très difficile. Donc les portes ne sont pas totalement, je dirais, ouvertes. Très difficile. L'instabilité régionale, bien évidemment, consomme énormément d'énergie et ça représente un coût financier pour l'Algérie important pour sécuriser déjà ses frontières et depuis plusieurs années. Donc, l'instabilité régionale aussi a invité l'arrivée de nouveaux acteurs. La Turquie en Libye, par exemple, les Émirats arabes unis qui sont très actifs. L'arrivée de Wagner, donc soit en Libye ou au Mali. Donc ces nouveaux acteurs aussi modifient la géopolitique régionale et représentent également des défis supplémentaires et importants pour la diplomatie algérienne. Au-delà, bien sûr, de l'instabilité, des incertitudes que représente cette instabilité, comme on a pu le voir à travers, par exemple, le recul de Bamako sur l'accord d'Alger. Les nouveaux décideurs maliens ont pris un virage important et refusent actuellement, d'ailleurs même on voyait un communiqué dans lequel il annonçait la mort de l'accord d'Alger, et puis donc avec une volonté d'une reprise ou du contrôle du nord malien par la force, accompagné bien sûr et soutenu par Wagner notamment. Il y a aussi l'autre défi, c'est l'escalade des tensions avec le voisin marocain depuis 2020, fin 2020, notamment la reconnaissance américaine de la marocanité ou la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental en contrepartie de la normalisation des relations entre le Maroc et Israël. Là aussi, ça représente un tournant dans la région parce que le dossier sur le Sahara occidental, qui depuis des années était plus ou moins géré, je dirais, à huis clos entre les voisins, aujourd'hui, Israël, dont je rappelle n'est pas reconnu par l'Algérie, donc qui est dans une relation tendue, pour ne pas dire plus, avec l'Algérie, donc arrive aux portes, aux frontières algériennes, et cela inquiète beaucoup les dirigeants algériens. Donc pour eux, il y a un tournant en tout cas, il y a un changement radical dans la configuration du conflit et dans les relations entre l'Algérie et le Maroc. Et d'ailleurs, comme conséquence, comme on a pu observer, dès décembre, le déclenchement, ou je dirais la fin du cessez-le-feu, par le déclenchement des hostilités armées entre le Front Polisario, qui est soutenu par l'Algérie depuis des années, et les forces royales marocaines, a rapidement enclenché l'escalade des tensions entre Alger et Rabat.
2021, c'est une année particulière parce que il y a eu une série je dirais, une série d'événements qui ont nourri cette escalade. De fin juillet 2021 notamment, avec la déclaration du représentant marocain à l'ONU du droit des Kabyles à l'autodétermination, donc une sorte de revanche au soutien algérien au Front Polisario. Et puis, il y a eu la déclaration du ministre des Affaires étrangères israélien depuis Rabat, donc qui était en visite, Yair Lapid, qui était en visite à Rabat, et il a annoncé donc, lors d'une conférence de presse que lui et son homologue, donc marocain, se sont entendus, de mémoire comme ça, des conséquences ou du rôle négatif que jouait l'Algérie sur la scène régionale, et puis aussi les liens entre l'Algérie et les liens inquiétants entre l'Algérie. Voilà, donc on a affiché l'inquiétude du rôle que jouait l'Algérie sur la scène régionale et aussi les liens étroits avec l'Iran. Et cela sous-entend bien sûr inscrire, en tout cas dans l'opinion, en tout cas vis-à-vis des Américains aussi, inscrire une volonté d'inscrire l'Algérie dans cet axe du mal, en quelque sorte. Cela a provoqué bien évidemment la colère côté algérien et donc août 2021, le ministre des Affaires étrangères, donc Lamamra à l'époque, a annoncé la décision de rompre les relations diplomatiques entre l'Algérie et le Maroc. Et en octobre, fin du contrat du gazoduc qui traversait le Maroc pour acheminer l'Espagne et l'Europe en gaz algérien n'a pas été renouvelé. Voilà, signe je dirais, de cette escalade des tensions entre les entre les deux voisins. Et puis, ce conflit aussi s'étend. Parce que, à la fois, il y a eu des tensions entre le Maroc et l'Espagne au départ, parce que la reconnaissance américaine de la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental a en quelque sorte poussé à un durcissement de la diplomatie marocaine qui demandait aussi à ses partenaires européens de suivre tout simplement les autres États comme les États-Unis, mais aussi les Émirats arabes unis, Israël, les Émirats arabes unis à l'époque, et d'autres pays. Et là aussi, progressivement, ça a été, les tensions ont été, je dirais, ont baissé entre l'Espagne et le Maroc, notamment il y a eu notamment la visite la visite d'Ibrahim Ghali pour se soigner en Espagne aussi, qui était un facteur de déclenchement de tensions entre les deux pays. Et plus tard, règlement, donc apaisement entre Madrid et Rabat, mais déclenchement de tensions entre Madrid et Alger suite à un revirement, donc une annonce du Premier ministre espagnol qui qualifiait la position marocaine comme étant plus crédible sur le Sahara occidental, c'est-à-dire la solution avec une autonomie sous souveraineté marocaine, plus crédible. Donc cela aussi a irrité Alger, qui a suspendu l'accord d'amitié, de coopération signé en 2002 entre les deux pays, donc interdiction d'exportation pour l'Espagne, donc d'importation de produits espagnols pendant plusieurs mois, même si récemment il y a eu un réchauffement relatif des relations. Avec la France se trouve aussi dans la même difficulté pour multiples raisons, pas seulement liées à ce dossier du Sahara occidental, mais on a observé, je donne toujours l'exemple des difficultés les difficultés des relations entre les deux pays sur 2 ans. Donc 2021 environ 2023, il y a eu à la fois
des visites de chefs d'État, donc d'Emmanuel Macron à Alger, puis visite d'une délégation ministérielle, et signature d'un accord important, mais ces visites et ces signatures d'accords viennent au milieu de deux rappels de l'ambassadeur algérien à Paris. Donc voilà, en quelques mois. Donc ça traduit en quelque sorte les hauts et les bas. Mais on dit relations difficiles, mais il y a quand même, depuis l'indépendance, les relations restent quand même très proches, très étroites. Je rappelle, jusqu'à récemment, jusqu'en 2013-14, avant l'arrivée de la Chine, la France est restée, a toujours été le premier partenaire de l'Algérie, commercial de l'Algérie, premier fournisseur de produits. Et là, c'est très important de le marquer. Et si aujourd'hui la Chine devient premier partenaire, ce n'est pas seulement lié à une volonté algérienne, bien évidemment, de diversifier ses partenaires, mais c'est aussi parce que la Chine propose des produits à coût bas, donc à des coûts plus intéressants que des coûts de produits européens pour le pouvoir d'achat algérien. Donc peut-être à relativiser aussi. Et puis la guerre en Ukraine. La guerre en Ukraine fait partie aussi, avec le malheur qu'elle a apporté bien évidemment, fait partie des facteurs qui confortent la volonté algérienne, ou en tout cas cette ambition de rebondir sur la scène internationale et régionale, avec notamment la crise énergétique qui en découle. La crise énergétique, et depuis les sanctions contre la Russie, ont poussé les Européens à courtiser l'Algérie, avec d'autres pays bien évidemment, à augmenter sa production et son approvisionnement en gaz, notamment via les deux gazoducs qui fonctionnent toujours, un gazoduc, le Medgaz, qui passe directement par la Méditerranée vers l'Espagne, et le Transmed qui achemine l'Italie et traverse la Tunisie. Voilà donc. Et cela, sur le plan diplomatique, bien évidemment, l'Algérie joue aussi sur cette diplomatie énergétique pour appuyer son poids diplomatique, mais aussi sur le plan économique. C'est très important parce que le pays, depuis 2014, avec la chute des cours pétroliers et gaziers, les ressources donc financières algériennes se sont vraiment effondrées. Je rappelle, les réserves de change passent de 200 milliards de dollars en 2012-2013 à moins de 45 milliards de dollars en 2021. Donc ça montre un peu l'impact du cours et surtout la dépendance algérienne de l'économie, de l'État algérien, je dirais même l'hyperdépendance à l'exportation des hydrocarbures, d'où la fragilité économique du pays. Mais depuis 2021, donc depuis la guerre en Ukraine, la guerre en Ukraine et la montée des cours énergétiques, l'Algérie a bénéficié de l'embellie, en tout cas de cette embellie, pour renflouer les caisses de l'État. Et aujourd'hui, 2021-2023, les réserves de change passent de donc moins de 45 milliards à plus de 85 milliards de dollars. Donc, et cela a permis à la fois le rachat de la paix sociale. D'ailleurs, l'une des premières mesures prises par le gouvernement algérien, c'était l'allocation chômage pour les jeunes, qui une somme d'ailleurs importante, avec aussi l'accès aux soins, donc ce qui n'était pas le cas dans le passé. Donc un chômeur n'avait pas accès, donc n'avait pas une couverture sociale réelle. Voilà globalement ce qui à la fois conforte, mais aussi représente des défis supplémentaires. Donc rien n'est gagné, mais aujourd'hui il y a à la fois
réussite sur le plan économique, signature de plusieurs contrats, je ne sais pas si j'ai abusé du temps ou pas, signature de plusieurs contrats, l'exploitation du phosphate par exemple, avec la création d'une société une jointe venture avec les Chinois, la compagnie algéro-chinoise pour l'exploitation du phosphate et production des engrais, et puis d'autres projets visant notamment une transition énergétique, mais aussi sortir de la dépendance, donc par la diversification de la production locale. Il y a plusieurs projets, mais pour le moment, la production locale reste encore loin de satisfaire la consommation, donc la consommation nationale. Espérons que cela se poursuive. Il y a eu récemment, sur les 2 dernières années, une montée en tout cas de 3 à 4% du PIB hors hydrocarbures, ce qui est intéressant, mais en même temps, cette dépendance encore aux hydrocarbures laisse le pays encore fragile sur le plan économique, parce que même si les perspectives sont encore, je dirais, positives pour l'Algérie, mais si jamais il y a une chute brutale encore dans les prochains mois des cours gaziers et pétroliers, le pays risque de revivre une nouvelle crise, je dirais, économique. Je crois que je vais m'arrêter là et puis répondre comme je peux aux questions. Juste avant de vous donner la parole, moi j'ai 2 ou 3 questions à poser sur... D'abord, la première, c'est sur le Irak. Tu as commencé à parler de ça. Qu'est-ce qui explique que les manifestants dans la rue aient souhaité avoir les manifestations les plus pacifistes possibles, avec, comme tu disais, les gens nettoyer les rues quand ils étaient... ce qui se fait au Japon, d'ailleurs. Et comment expliquer ce rejet de la violence de la part... Est-ce que c'était là encore la peur de revenir aux années noires? Est-ce que c'était une meilleure prise de conscience de la jeunesse Comment tu peux l'expliquer? Oui, plusieurs choses à la fois. Je dirais 3 ou 4 facteurs à la fois. D'abord, la mémoire de la Disney noire, donc la violence, la dérive donc cette tentative ou cette expérience de démocratisation partielle, ou on peut la qualifier comme on veut, de fin des années 80, et qui a dérivé pour multiples raisons aussi, difficile d'expliquer rapidement, marque aussi la jeunesse algérienne, y compris la jeunesse algérienne, pas seulement les Algériens qui ont vécu cette période, mais aussi les jeunes générations qui ont aussi porté cette mémoire de cette violence aussi. Il y a aussi la dérive qu'ont connue les pays comme la Libye, la Syrie, à partir des révoltes dites arabes au printemps arabe depuis 2011. Ça aussi, en plus, donc ça aussi c'est du présent, donc ça marque encore plus les Algériens et les jeunes générations algériennes notamment. Ensuite, il y a aussi une prise de conscience que la violence ne servit que le pouvoir en place, donc ne va que nourrir la violence de l'État. Donc ce serait plus donc ce moyen pacifique est aussi un moyen de désarmer une répression notamment dure ou violente de la part des autorités, comme c'était le cas lors des émeutes de 88 par exemple. Donc il y a plusieurs. Après il y a une jeunesse algérienne plus instruite, bien sûr, ça contribue. Il faut rappeler quand même que même si le Hirak ne vient pas de nulle part, c'est un cheminement de mouvement, de contestation qu'on peut même remonter à la période coloniale. Donc, mais il y a une certaine rupture, en tout cas, avec la culture d'émeute des années 80, par exemple, en 86, 88. C'était souvent déclenché par une crise sociale et économique. Là, le Hirak était plutôt beaucoup plus déclenché par une crise politique. 5e mandat, tentative de passer ou de forcer
le passage à un 5e mandat après donc au moins les 2 derniers, autant les 2 premiers mandats étaient plus ou moins acceptés, pas par tous, mais par une partie d'Algériens qui voyaient l'arrivée de Bouteflika, dont l'arrivée de Bouteflika comme un symbole du retour aussi à la paix après une décennie difficile, mais aussi l'embellie, comme je disais, les revenus de l'État dans les années 2000 ont permis quand même d'investir énormément dans les infrastructures, des autoroutes, des routes ont été soit construites ou rénovées, et puis l'acheminement en gaz, en électricité de certaines régions qui étaient jusque-là qui restaient jusque-là isolées, la lutte contre ce qu'on appelait donc les bidonvilles, le mal logement. Donc il y a eu une construction de plusieurs milliers de logements, même si c'était pour la plupart construit de façon accélérée avec les défauts qu'on peut aussi, sur lesquels on peut revenir en termes d'urbanisme et aussi sur l'impact sur la sociologie ou l'impact sociologique de cette urbanisation accélérée. Avec une planification. Ce qu'on appelait les unes, hein, donc des zones urbaines et qui manquaient parfois de commerce, de lieux, je dirais notamment pour les jeunes en tout cas, c'est souvent ça crée un isolement. Donc on peut y revenir si vous le souhaitez. Voilà, donc globalement, ce qui contribue, alors, comme je disais, donc la proportion d'universitaires, par exemple, en Algérie, n'est pas loin des proportions européennes, par exemple. Donc c'est important aussi à citer. Et voilà, tout cela a contribué à cette nature pacifique. D'accord. Pardon, encore 2 autres questions. Oui. Comment se fait-il que l'Algérie ait pu traverser relativement facilement ce qu'on a appelé les printemps arabes, qui n'ont pas subi ce qui s'est passé en Tunisie, le voisin, en Libye, etc., ou en Égypte? Comment l'Algérie a pu traverser, sans trop de casse, cette période? Oui, d'ailleurs, ça fait partie des préjugés d'avant le Hirak sur l'Algérie ou la société algérienne, et plus largement, on a toujours, y compris des experts et des spécialistes occidentaux, pas tous, heureusement, décrivent la population algérienne particulière, mais aussi plus largement dite arabe ou moyen-orientale, comme une société qui accepte l'autoritarisme, par exemple. Donc on a toujours décrit ces sociétés, c'est-à-dire la longévité des régimes autoritaires ou de l'autoritarisme dans ces pays a été expliquée aussi en partie par l'acceptation des sociétés de la répression, d'un contrôle, etc. Donc 2011, pourquoi il n'y a pas eu? Donc ça contribue aussi à ce préjugé. Plusieurs raisons aussi, dont certaines que je viens de citer, la Disney noire, la mémoire de la violence terroriste, mais aussi en 2011, on était à 2 mandats, 3e mandat passé difficilement, mais on a réussi quand même par l'achat de la paix sociale. Il faut savoir que l'État algérien, depuis 2003-2004, a recruté massivement dans la fonction publique. Des enseignants, dans des mairies, dans des préfectures, les daïras, les wilayas, donc l'équivalent de préfecture ou sous-préfecture. Donc tout ça a contribué. Et puis la montée de certains groupes industriels, souvent, pas tous, mais proches du cercle du pouvoir à l'époque, de Bouteflika, ont aussi créé certains emplois, donc des emplois notamment pour les étudiants. Tout cela contribue en partie je dis, à les Algériens à ne pas sortir dans la rue. Et puis, comme je disais aussi, le virage rapide de la situation en Libye vers un affrontement armé, l'intervention de l'OTAN. Donc, chez les Algériens, la théorie du complot, elle est aussi partagée par beaucoup d'Algériens qui considèrent l'Algérie comme une cible potentielle de déstabilisation par certaines puissances, certains États. Donc ça contribue aussi, on y croit, on sait que
on pense que si l'Algérie, s'il y a manifestation en Algérie, ça pourrait aussi déclencher une intervention étrangère, etc. Et puis, comme je disais, sur le plan, je dirais, psychologique ou politique, 2 mandats, 3e mandat était peut-être passé un peu plus ou mieux qu'un 4e ou un 5e coup, ou bien qu'une longévité telle que Moubarak en Égypte ou Ben Ali en Tunisie. Voilà, c'est différent. Ma dernière remarque, pardon, et je vous assure que je vous donnerai la parole, c'est, au fond, si je comprends bien, ce rebond que moi, personnellement, j'ai pas vu aussi fort que ça. Et j'aurais mis un point d'interrogation au titre. Ce rebond, il vient quand même de l'acceptation par l'Algérie de participer à la lutte contre le terrorisme après le 11 septembre. C'est ça? C'est-à-dire que la diplomatie, vraiment, en sens de relations extérieures, vraiment recommence à partir de là, après des périodes qui ont été bénies pour l'Algérie, parce que à l'époque du tiers-monde, Tito était là-bas, Castro était là-bas, les Black Panthers étaient là-bas, enfin il y avait une période faste, les Palestiniens. J'aimerais bien qu'on puisse parler des Palestiniens après. Et c'est bien ça, donc c'est vraiment à partir du 11 septembre que la diplomatie a commencé à déployer ses... Exactement, comme je disais. Pourquoi je disais c'est une parenthèse? Parce que même si dans les années 2000, il y a quand même un retour relatif de la diplomatie algérienne dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, mais depuis 2013, avec je dirais l'AVC, donc le président algérien Bouteflika qui a eu un AVC en 2013, donc progressivement il y a eu un repli sur soi, un repli diplomatique. L'Algérie était quasiment absente dans toutes les conférences, comme je disais, les conflits ou les dossiers qui la concernent directement. Au Mali, par exemple, au Mali, même si l'accord d'Alger a eu lieu en 2015, mais il était fragile en tout cas. C'était pas un accord bien appuyé. Et puis, l'Algérie, bien sûr, aujourd'hui, ce rebond, je n'ai pas mis, j'ai pensé à un point d'interrogation, mais j'ai laissé. J'ai laissé parce que j'ai voulu faire quand même une distinction entre... Il y a un rebond, ou volonté de rebond diplomatique ne signifie pas être une puissance, c'est-à-dire avoir la capacité d'influence, forcément, ou avoir le résultat. On va voir après que le résultat, c'est vrai qu'on peut toujours juger ce rebond diplomatique selon, je dirais, que le verre soit à moitié plein ou à moitié vide. C'est que, oui, il y a eu des tentatives, c'est vrai qu'il y a un échec sur l'accord sur le Mali, par exemple. Aujourd'hui, il y a une mise en difficulté, en tout cas, de la diplomatie algérienne. Et puis, la candidature algérienne pour l'adhésion au BRICS n'a pas eu lieu, par exemple. Elle a été refusée. Alors que l'Éthiopie a été acceptée. Parce que l'Éthiopie a été acceptée. Après, les critères ne sont pas forcément des critères, je dirais, assez clairs pour une adhésion. Autant un pays comme les Émirats arabes unis ou l'Arabie saoudite, c'est des États, c'est des acteurs régionaux importants, mais un pays comme l'Éthiopie, moi-même l'Égypte, n'est pas aussi différente, même si, bien évidemment, la proximité avec... La géographie met aussi l'Égypte un peu plus en avant que l'Algérie sur la question, sur le conflit israélo-palestinien, par exemple, et d'autres dossiers. Mais cela n'explique pas réellement pourquoi l'Algérie n'est pas acceptée. C'est pour ça, dire que c'est un échec, c'est un peu difficile. Je dirais plutôt, bon, il y a une déception, en tout cas, parce que la déception, elle est au niveau de l'espoir qui a été suscité d'ailleurs par les dirigeants algériens, y compris le président algérien, à plusieurs reprises donné beaucoup d'espoir pour une adhésion qui était quasi acquise, qui était pour les Algériens acquise. La question, peut-être l'autre question d'actualité, bien évidemment, avec ce qui se passe... ce qui se passe à Gaza.
Il faut rappeler pour l'Algérie, c'est aussi un dossier important parce que, je vous disais tout à l'heure, l'Algérie ne reconnaît pas l'État israélien. Il n'y a pas de relation officielle, il n'y a pas de relation avec l'État d'Israël par rapport au soutien algérien à la cause palestinienne, un soutien historique. Tu citais tout à l'heure, dans les années 60-70, l'Algérie qui sortait d'une colonisation après 7 à 8 années de guerre atroce, de guerre violente, de libération. Et ça, cette guerre de libération a en même temps propulsé Alger sur le devant de la scène des mouvements non alignés, tiers-monde, avec un activisme diplomatique au soutien des mouvements indépendantistes en Afrique ou ailleurs dans le monde, et puis les mouvements anti-apartheid en Afrique du Sud, ce qui explique les relations très intimes, très fortes entre l'Afrique du Sud et l'Algérie actuellement. Et puis la cause palestinienne, où à l'époque c'était le conflit israélo-arabe, donc l'Algérie a participé en 67 donc dans le conflit directement, ce qui lui a valu d'ailleurs une rupture diplomatique avec les États-Unis, 67 jusqu'en 74. Il n'y a pas eu donc l'ambassade était fermée par une décision algérienne, donc c'était à l'époque fait partie de cet activisme, prise de risque en même temps, en tout cas des décisions audacieuses qu'on pourrait regretter aujourd'hui. Même si je rappelle qu'à travers le temps, à travers différentes périodes, Alger a cherché à jouer un rôle sur ce conflit au soutien des Palestiniens. 88, l'OLP, donc Yasser Arafat, annonçait depuis Alger en tout cas l'acceptation par l'OLP de la résolution onusienne donc pour la création d'un État palestinien. Et puis plus récemment, 2022, Alger a accueilli une conférence de paix donc pour la réconciliation des différentes factions palestiniennes. Donc il y a eu signature d'un accord entre le Fatah et le Hamas. Donc c'était avec des élections qui étaient exactement. Des élections prévues pour octobre 2023. En perspective, l'organisation des élections en octobre. Le hasard du calendrier fait que le 7 octobre ou pas, c'est difficile maintenant de revenir sur est-ce que c'est le 7 octobre qui a fait échouer donc les élections ou sans le 7 octobre n'aurait pas eu lieu. Difficile de le savoir. On les annonçait depuis symboliquement, il y a toujours une volonté d'Alger il y a une constante, en tout cas, il y a une constance dans la position algérienne par rapport à ce qu'elle appelle donc le droit à l'autodétermination, le droit des peuples à l'autodétermination. D'ailleurs, Alger ne reconnaît pas le Hamas comme une organisation terroriste. Exactement. Elle refuse de le reconnaître comme une organisation terroriste. Je reviens aussi sur le plan diplomatique, sur la guerre en Ukraine aussi. L'Algérie, qui est un partenaire très important de la Russie qui est premier fournisseur d'armes de l'Algérie à 75% environ. L'Algérie a refusé, s'est abstenue lors du vote à l'ONU pour condamner l'intervention russe en Ukraine. En contrepartie, l'Algérie a exigé aussi des Occidentaux, donc des Européens, de ne pas s'ingérer donc dans ces pardon. L'Algérie a aussi accepté donc l'augmentation de l'approvisionnement en gaz, qui est directement une alternative au gaz russe. En contrepartie, elle exigeait aussi, elle demandait aux Occidentaux de ne pas s'ingérer dans ces relations ou de séparer ces relations avec l'Europe et avec la Russie. Voilà. Ce qui aurait, c'était pas un succès parce que c'était voué à l'échec, mais l'Algérie a présenté en janvier
au Conseil de sécurité parce qu'elle est membre. Exactement. Aujourd'hui. Donc l'Algérie élu membre non permanent au Conseil de sécurité de l'ONU, ce qui lui a permis de présenter le 20 février, donc il y a une semaine. 29 janvier. 29 jours. Donc une résolution appelant à un cessez-le-feu à Gaza. Que tout le monde a voté, sauf les États-Unis. Les États-Unis. Voilà, comme sans surprise. C'est vrai qu'aujourd'hui, on peut être un peu dur par rapport à la diplomatie algérienne et monter le curseur en comparant avec l'activisme diplomatique des années 60 et 70 et dire que aujourd'hui, il n'y a pas de... elle n'est pas très visible, mais en même temps, sur certains dossiers, il est difficile aussi, pour être un petit peu indulgent, il est aussi difficile aujourd'hui de peser, par exemple, sur le dossier israélo-palestinien face à des puissances comme les États-Unis, mais d'autres aussi dossiers, y compris le Mali. Aujourd'hui, c'est difficile avec une politique aussi algérienne qui tient à la souveraineté, au souverainisme donc des États, en même temps de pousser ou forcer la main aux dirigeants maliens. Donc c'est une situation délicate. En Libye, pareil, la présence de la Turquie, même militaire, la présence aussi de l'Égypte, des Émirats arabes unis qui sont très actifs au soutien de l'Est, donc du maréchal Haftar à l'Est. Donc tout ça a modifié la configuration géopolitique régionale et, comme je disais, donc des défis supplémentaires et importants à relever. Je crois que vous avez compris qu'on a affaire à un expert et à deux bavards. Donc, à vous la parole. Et pourtant, j'ai mal à la gorge. En plus. Le rebond diplomatique qui aboutit à être fâché avec plusieurs voisins et d'autres pays comme les Émirats et l'Arabie Saoudite, comment est-ce que vous le qualifiez? Oui, c'est ce que je disais, c'est une configuration difficile. On voit que tout le monde est fâché avec tout le monde. Ce n'est pas que le cas de l'Algérie. Bien évidemment, c'est regrettable de toutes ces tensions entre les États, notamment entre les voisins, entre l'Algérie et le Maroc, entre l'Algérie et l'Espagne, le Maroc à un certain moment, et puis la France aussi qui se trouve dans une situation difficile. Les pays du Proche-Orient, pareil, avec l'Arabie Saoudite, bien évidemment, il faut comprendre que des pays comme l'Arabie Saoudite, par exemple, se sont fâchés parce que l'Algérie, mais aussi le Maroc, donc les deux pays, mais surtout l'Algérie par rapport à l'Arabie, n'a pas accepté une médiation pour le moment entre Alger et Rabat. Donc ça aussi contribue à ces tensions. Bien évidemment, elles sont regrettables, mais en même temps, l'Algérie ne fait pas exception. Malheureusement aussi, vu le contexte qu'on voit, qu'on observe dans le monde. Voilà, pour moi ce n'est pas lié. Justement, ce rebond diplomatique fait partie, ou ce retour, ou volonté de retour sur la scène régionale et internationale, fait partie des facteurs déclencheurs aussi des tensions. Voilà, c'est comme ça que je le vois. S'il n'y a pas de questions en ligne, on va en prendre une autre dans la salle, on en prend une autre en ligne. Est-ce que le premier groupe économique du pays, Sovital, est proche du pouvoir de Bouteflika? Non, mais tout groupe industriel est forcément proche il travaille avec les autorités. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on entend par proche? Je risque de dire des bêtises, parce que qu'est-ce qu'on entend par être proche? Est-ce qu'il le soutient? Est-ce qu'il le soutient activement? Comparé par exemple à d'autres groupes comme Ali Haddad, le groupe d'Ali Haddad, oui, là, il y a une volonté affichée de soutenir les différents mandats d'ailleurs, y compris le 5e mandat. Est-ce que Sovital est proche? Non, c'est un groupe industriel qui a besoin du soutien des autorités, de l'État. D'ailleurs, il investit même à l'étranger, en même temps au niveau local aussi, mais aussi dans un pays où l'État est très présent dans la gestion économique du pays. Un groupe industriel a forcément des relations. Mais est-ce que cela
est considéré comme un soutien, une proximité, je dirais non. Merci, c'est vrai. Je reviens d'Alger il y a une petite semaine et à la même période, il y avait, c'est une coïncidence, hein, une rencontre des pays gaziers. Oui. Des pays gaziers. Donc tout à l'heure, vous avez insisté sur le modèle économique algérien qui est extrêmement dépendant des ressources pétrole et gaz. Donc ma question, c'était de savoir est-ce qu'il y a une nouvelle approche stratégique dans ce domaine-là, vu bien sûr le conflit en Ukraine, etc. Et quelles sont les perspectives de cette rencontre qui, a priori, dans la presse que j'ai pu consulter en même temps, donc on donnait beaucoup d'importance à cet aspect. Ma deuxième question est relative aux réformes économiques. Parce qu'il y a ce point sensible de cette dépendance. Est-ce qu'on peut faire un comparatif entre la gouvernance qu'il y avait précédemment et la nouvelle gouvernance? Est-ce que l'État est beaucoup plus impliqué, moins impliqué? Est-ce que les entreprises privées ont un rôle, etc. Voilà, de façon. Oui, alors pour les deux questions, oui, il y a cette réunion des producteurs de gaz, des acteurs de gaz à Alger. Oui, l'objectif, c'est aussi de contrôler les prix, la fluctuation des cours, mais aussi de constituer aussi je dirais une force commune face à la pression des pays des pays consommateurs qui appellent à réduire le prix, à baisser le prix, mais en même temps toute la question revient à cette dépendance. C'est que oui, le gaz, d'ailleurs je le dis comme sous-titre est-ce une bénédiction, une malédiction? Dans le livre, j'évoquais le fait que oui, cette manne pétrolière et gazière a quand même permis au pays un développement économique et social, la construction d'un État depuis l'indépendance, des universités, des écoles, des routes, etc. Et puis un maintien d'un régime social quand même. Je crois, il faut pas tout remettre en question. Il y a eu quand même depuis l'indépendance un système social qui a permis aux Algériens de sortir de l'extrême pauvreté, etc. Donc des soins gratuits, même si le système de santé s'est beaucoup dégradé et dans une situation, je dirais, terrible récemment, etc. Mais il faut, je crois, parallèlement à cette diplomatie du gaz, d'ailleurs à l'augmentation de la production, découverte de nouveaux gisements, à cette stratégie, je dirais, énergétique, si elle n'est pas accompagnée, alliée, j'y reviendrai, mais il faut qu'elle est loin. Aujourd'hui, c'est vrai que depuis quelques années, il y a quand même une volonté affichée, d'ailleurs, qui s'est concrétisée dans plusieurs projets, comme je citais, par exemple l'énergie solaire, hydraulique, dont l'hydrogène vert, par exemple. Il y a des projets, des mini-projets qui s'installent à Al-Rouad, par exemple, une centrale solaire, puis l'aéroport d'Oran, qui est équipé en partie par une centrale solaire, donc l'énergie solaire. C'est des mini-projets, mais qui peuvent, à l'avenir, compenser au moins la consommation locale. Parce que aujourd'hui, la difficulté dans laquelle se trouve le pays sur le plan économique, c'est qu'une hyperdépendance à l'exportation du gaz et du pétrole veut dire que si on investit, pour investir dans l'industrie, par exemple, le développement industriel du pays, ça va faire augmenter la consommation locale en gaz. Donc, ce qui veut dire que le pays va devoir exporter moins. Vous voyez cet équilibre qui est difficile, mais que l'État doit réussir à développer la production locale. Donc, l'alternative serait de développer en même temps, parallèlement, les énergies renouvelables. Les énergies renouvelables qui sont à la fois je dirais, en convergence avec les perspectives climatiques mondiales qui imposent de plus en plus
de lois, de réglementations en termes de pollution et d'émissions de gaz à effet de serre, mais aussi le premier client en gaz de l'Algérie, c'est l'Union européenne, qui est dans une perspective d'alternative énergétique, donc qui veut abandonner progressivement les énergies fossiles en faveur des énergies renouvelables. Voilà, donc ça aussi impose une transition économique, je dirais même accélérée pour le pays. On va poursuivre avec les questions. On va peut-être alterner. Donc, une petite qui est rapidement en ligne. Comment est-ce que vous inscrivez l'annonce d'une visite de Tebboune à l'automne à Paris dans justement ce rebond diplomatique de l'Algérie? Oui, c'est un... S'il vient déjà, voilà. Donc, après un énième report, parce que c'était prévu l'année dernière, la visite était prévue pour l'année dernière, reportée déjà de reprise l'année dernière, puis on parlait de ce printemps, et là, l'annonce qui s'officialise plus ou moins serait pour septembre ou octobre prochain. Oui, ça résume aussi les difficultés que j'évoquais des relations entre les deux pays. Et puis, il y a aussi, il faut comprendre aussi, en Algérie, l'enjeu est aussi important par le fait qu'il y a une élection en décembre prochain, donc une élection présidentielle. Donc cela aussi se joue avec à la fois sur le plan diplomatique et aussi de politique intérieure à suivre, bien évidemment. Si elle a eu lieu, ce serait un signe au moins d'un réchauffement un peu plus, je dirais, périn. Si elle n'a pas eu lieu, bon, ce n'est pas forcément, je dirais, un signe d'une dégradation des relations, parce que voilà, les diplomates savent mieux aussi que les relations entre les deux pays ont connu des hauts et des bas depuis l'indépendance. Voilà. Après, pour la France, je rappelle toujours cette difficulté de trouver un équilibre entre l'Algérie et le Maroc récemment. Donc il y a aussi des signes de réchauffement avec le Maroc après plusieurs années de difficultés. Entre la France et le Maroc. Entre la France et le Maroc. Mais la France n'a pas reconnu la marocanité, comme tu disais, du Sahara occidental. La souveraineté du Sahara occidental, du Maroc sur le Sahara occidental. Oui, bonjour, merci beaucoup. Je vais avoir juste 2 ou 3 questions très très simples, parce que je suis plein de simples, de basiques. On voit de plus en plus d'opposants qui sont emprisonnés, et notamment celle qui m'a frappée, c'est ce journaliste qui a écopé de 7 ans de prison. Saad Al-Kadi. Voilà, enfin, je me souviens plus de ton nom. Bon, c'est une question difficile peut-être pour vous. Est-ce qu'on peut considérer le régime algérien comme un régime autoritaire, dictatorial, ou tout simplement parce que c'est une façon à lui de se protéger pour l'instant? Voilà, ma deuxième question est en fait mon inquiétude par rapport à l'isolement de l'Algérie avec tous ses voisins. C'est pas rien. Et puis surtout l'animosité que les Émirats arabes et l'Arabie saoudite ont envers l'Algérie. Qu'est-ce que ça prévoit, qu'est-ce que ça présage dans l'avenir? Et voilà. Et puis oui, un peu l'ambivalence de la Russie avec l'Algérie et le Mali. Donc, vous l'avez dit tout à l'heure, donc il y a la présence de Wagner. L'Algérie et le Mali, ça va très très mal en ce moment. Comment l'Algérie va se situer avec la Russie, avec cette présence de Wagner, si quelque chose devait s'aggraver? Voilà. Et puis, quatrième question. J'ai été très frappée par le silence des rues algériennes pendant tout ce qui se passe là actuellement par rapport à Gaza.
alors que le monde entier, on a entendu et vu le monde entier bouger, et en Algérie, l'Algérie, on sait que c'est le soutien indéfectible de la Palestine. On ne les a pas beaucoup vus, on ne les a pas beaucoup entendus. J'ai entendu dire que les manifestations étaient presque interdites. Voilà. Oui, une grosse manif. Alors, première question par rapport, oui, à Hassan El-Qadi. Hassan El-Qadi, bien sûr, c'est terrible ces arrestations qui arrivent dans un contexte, au moment où on espérait quand même un fléchissement, on espérait quand même une ouverture. Bien évidemment, elle est symptomatique. Je lis dans le livre, d'ailleurs le titre du chapitre, c'est entre autoritarisme et tentative démocratique. Donc il y a à tout moment des tentatives. On espère, il y a des moments où on espère un peu plus d'ouverture. Bien évidemment, c'est aujourd'hui la situation interne, donc passer de la chute de Bouteflika à, je dirais, un pouvoir qui se construit et qui construit aussi sa légitimité en absence de légitimité démocratique. D'ailleurs, même si on se base sur l'élection, le taux de participation, y compris officiel, était très faible. Donc tout ça pousse à une certaine... Et avec aussi l'instabilité régionale et les situations tendues sur le plan régional, incite aussi je dirais, à ce durcissement. Ce n'est pas pour le justifier, bien évidemment. Au contraire, pour moi, c'est symptomatique d'une faiblesse. Des dirigeants qui répriment des journalistes ou des militants, parfois pour des propos publiés sur les réseaux sociaux, n'est pas signe je dirais, de force, pas du tout. Après, espérons qu'avec l'arrivée des élections, je ne sais pas, malheureusement, on voit ce qui se passe à Gaza actuellement ne va pas dans le sens, je dirais, ne va pas dans le sens positif par rapport à l'évolution démocratique dans d'autres pays, parce que les Occidentaux, y compris la France, qui soutiennent depuis le 7 octobre Israël, ne condamne pas les bombardements israéliens avec tout le résultat terrible qu'on observe tous, et cela va contribuer aussi à la délégitimation des Occidentaux porteurs de valeurs démocratiques, des valeurs qu'on a toujours vanté, de démocratie, de liberté d'expression, liberté individuelle, etc. À un certain moment, il y avait quand même, parce qu'on observait quand même une réception dans les relations, par exemple, entre l'Algérie ou le Maghreb globalement avec l'Union européenne, on a toujours inclus des clauses sur la question des droits de l'homme, la question, le droit des femmes, des minorités, etc. Aujourd'hui, je trouve, je dirais, très difficile, j'imagine mal en tout cas, un homme politique européen donner des leçons de morale sur ces questions. C'est ça, et surtout la réception aussi. Donc aujourd'hui, on ne serait pas gêné de dire nettoyez déjà, faites le nettoyage chez vous déjà. C'est vrai qu'ils n'ont pas ces problèmes avec la Chine. Exactement. Ils n'ont pas. Ça contribue un peu. Je reviens à la question de départ. Ça contribue au fait que des pays comme la Chine, la Russie ont des bonnes relations aussi avec les pays du Maghreb, avec l'Algérie. Au-delà, bien évidemment, je parlais du poids de l'histoire. Le poids de l'histoire. Autant la France subit cette difficulté, donc le poids de l'histoire de façon négative parce que ça crée des difficultés. Des pays comme la Chine, le premier pays à reconnaître non arabe, à reconnaître le GPRA, par exemple. Voilà. Et la Russie qui bénéficie, ce n'est pas Moscou directement, il faut bien je crois, évoquer ce contexte, mais c'est l'Union soviétique globalement, c'est-à-dire c'est des partenaires qui ont contribué, qui ont soutenu la guerre de libération, l'indépendance de l'Algérie, même si Moscou était dans une situation un peu ambiguë.
Voilà. Et aujourd'hui, l'autre question, c'était sur le Mali. C'est vrai que c'est un vrai test. Moi, je dis c'est un vrai test. Ce qui se passe au Mali, c'est un vrai test surtout sur les relations entre Alger et Moscou. Parce que, d'autant que depuis la mort de Prigojine, donc l'affaire Prigojine, Moscou a repris la main totale sur Wagner. Donc aujourd'hui, il est intéressant d'observer comment les choses vont évoluer, comment est-ce que Alger, parce que Wagner ou Moscou est présente au Mali, va plutôt dans le sens d'un intérêt commun convergent, ou plutôt, ou est-ce que Moscou va plutôt dans le sens d'un intérêt, je dirais unilatéral, sans concertation avec Alger. Et là, comment Alger va réagir face à un partenaire assez important, voilà, c'est à suivre, j'ai envie de dire. Voilà. Je peux simplement... Cette animosité, pardon, l'animosité des Émirats arabes unis qui est très claire envers l'Algérie et l'Arabie saoudite, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que ça va devenir? Qu'est-ce que ça va donner? Et pourquoi cette animosité envers l'Algérie? Parce que oui, alors c'est deux États différents. Les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite, c'est-à-dire les relations avec l'Algérie sont très différentes. Bien sûr, il y a des points de convergence, je dirais, c'est cette solidarité entre les monarchies. Je parle de la monarchie marocaine. Donc il y a une solidarité entre les monarchies. On s'entend mieux qu'avec une république dans laquelle l'armée, avec un passé révolutionnaire, etc., dirige un pays. Il y a toujours eu cette méfiance vis-à-vis, bien sûr, l'histoire, c'est l'histoire comment dirais-je, qui les incite aussi. Et ils se sont toujours méfiés. Après les indépendances, on a connu des révolutions portées par des militaires, donc cette arrière-pensée, ou cette mémoire en tout cas, se maintient. Et puis, donc sur la question du Sahara occidental, par exemple, oui, d'ailleurs les Émirats arabes unis reconnaissent officiellement la souveraineté marocaine et ont ouvert, font partie des premiers États à ouvrir un consulat à Dakhla, donc sur le territoire. Et puis, l'Arabie saoudite, elle est en situation beaucoup plus nuancée que ça, même si officieusement ils pencheront quand même vers une reconnaissance, mais officiellement ils veulent quand même maintenir un équilibre. Ils ne veulent pas perdre en tout cas un lien avec l'Algérie, surtout surtout un pays comme l'Arabie saoudite qui se vante comme acteur régional et qui garant des lieux saints, etc. Donc, cherche toujours je dirais, à temporiser. On a vu, c'était le cas lors de l'organisation du sommet de la Ligue arabe à Alger. Voilà, c'était symptomatique parce que l'Arabie saoudite a voulu jouer un rôle de médiateur qui n'a pas été accepté. Voilà. Je vais simplement dire, madame, sur les manifestations. Oui, sur les manifestations, oui, c'est le pro-palestinien. Il y a eu une manifestation, mais organisée par des structures déléguées, je dirais. C'était commandité par... Oui, gigantesque. C'était en octobre dernier. Commandité par les autorités, d'ailleurs, il faut le dire. Oui. Mais ce que je rappelle, bien sûr, l'absence, cela ne veut pas dire qu'il y a absence de soutien. Il y a eu un sondage en 2022, d'ailleurs, avant ce qui se passe actuellement, les Algériens étaient à 99% contre une normalisation avec Israël. Comparé, par exemple, il y avait 95 ou 16% de Tunisiens qui partagent d'ailleurs un soutien avec la cause palestinienne. Et aujourd'hui, c'est encore plus. Mais ça revient à la situation, au climat politique actuel. L'interdiction de toute manifestation.
aujourd'hui, comme d'ailleurs vous citez le cas d'Ihsan El-Qaïd, aujourd'hui il y a des militants pour avoir manifesté, pour avoir posté ou appelé à manifester, ont été condamnés à 1 an, 2 ans, 3 ans de prison. Donc tout le monde a peur de s'exprimer, y compris pour une cause que soutient l'État lui-même. Et de l'autre côté aussi, les autorités ont peur aussi de libérer l'espace pour des manifestations pro-palestiniennes et qu'elles profitent ou qu'elles soient déviées aussi à des manifestations ou à des slogans contre le pouvoir sur place ou à des appels donc à des revendications politiques internes. Pardon, sur la Palestine, qu'est-ce qu'il faut penser de cette rumeur selon laquelle les cadres du Hamas ou les Palestiniens pourraient être exfiltrés et accueillis en Algérie? C'est réel ou c'est... Pour le moment, côté algérien, je n'ai pas eu aucune, je dirais, information, y compris d'une volonté de les accueillir. Je ne dirais pas que Alger va refuser si l'occasion se présentait, mais avec prudence. Avec prudence. Il faut voir aussi que côté algérien, on veut surtout pas importer le conflit de la région, même s'ils soutiennent, mais ils veulent pas importer le conflit à leurs frontières ou au pays même. Voilà, ça a toujours été, je dirais, la ligne suivie par la diplomatie algérienne, ne pas importer les conflits vers la région globalement. On va prendre une question en ligne peut-être. La création du Parti national du RIF très récemment en Algérie, est-ce que c'est la réponse du berger à la bergère, donc entre le mouvement d'autodétermination pour laquelle... Oui, j'ai vu récemment donc cette annonce. Oui, c'est une réaction à la, comme je disais au départ, à l'appel d'Omar Hillel, donc le représentant marocain à l'ONU, lors d'une réunion des non-alignés d'ailleurs. Il a présenté une note dans laquelle il soutenait, donc le Maroc soutenait le droit je cite, le droit à l'autodétermination de la Kabylie ou du peuple kabyle, ce qui a été utilisé mot pour mot. Donc une reconnaissance d'une république du Rif, bon, ça fait rire, mais en même temps, c'est symptomatique, je dirais, de la dégradation de ces relations. Moi, je trouve, alors, il faut, je crois, dire les choses honnêtement, je trouve quand même un peu dommage, malgré, bien sûr, les tensions, elles sont là, on ne remet pas en cause, je ne suis pas en tant que, je dirais, analyste ou chercheur, je ne suis pas là pour donner des leçons ou parler de valeurs ou juger l'action d'un État ou sur un autre, mais malgré les tensions, je crois que les deux voisins, ils sont voisins, quand on est voisins, on partage beaucoup de défis, on a beaucoup de choses à partager, une histoire commune, une population même commune, il y a beaucoup de choses en commun, je crois, à un certain moment, et surtout, cette animosité ne fait que pénaliser les deux États en même temps. Sur le plan économique, d'ailleurs. Tous les projets des deux pays sont des projets parallèles. On a un projet routier marocain et puis un projet, la transsaharienne, donc projet algérien qui est en progression algérien, mais avec les frontières marocaines, c'est fermé. Et puis, il y a des projets, par exemple, de TGV qui devaient traverser de Libye jusqu'à Rabat, je crois. Mais voilà, le projet a été annulé. Voilà, donc plusieurs projets comme ça pénalise. Et puis les tensions avec l'Espagne, avec la France, l'Union européenne qui subit aussi ces tensions entre les deux voisins. J'ai envie de dire, malgré les tensions, peut-être les deux États devraient quand même avoir une certaine retenue. Voilà ce que je peux dire sur. Khalas? Encore? Bonjour, j'avais une question. Comment expliquer que l'Algérie, troisième pays francophone au monde, ne fasse pas partie de l'Organisation internationale de la francophonie?
Je suis stagiaire là-bas, donc c'est une question qui m'intéresse fortement. Et deuxième question, comment envisagez-vous les relations à l'avenir entre le Maroc et l'Algérie, en dépit du gros problème du Sahara, qui reste une épineuse question? Oui, la question de la francophonie fait partie des paradoxes algériens. C'est le pays le plus francophone, je crois, après la France, numériquement. Oui, pourquoi la France, c'est toujours, et pourquoi l'Algérie n'adhère pas à la francophonie? Moi, je trouve que c'est un manque important, c'est un manque, d'ailleurs, pour la diplomatie algérienne, parce que, oui, le français, c'est toujours le débat qui revient en Algérie. Est-ce que le français fait partie de l'héritage ou du tribut de la guerre de l'indépendance, ou c'est un outil d'influence française? Ou si c'est un butin. Ou c'est un butin, voilà. Est-ce que c'est un butin, pardon, oui, est-ce que c'est un butin ou un moyen d'influence? Moi, je dirais, c'est aux Algériens de transformer le français comme un outil. Parce que, oui, aujourd'hui, je comprends, j'entends la volonté d'intégrer l'anglais. Pourquoi? Parce que c'est une langue qui s'est imposée dans les universités, compris en France, dans le monde des affaires. Pourquoi pas? Mais ne pas le considérer comme une contradiction avec le développement de la francophonie, du français en Algérie. Et d'ailleurs, d'autres langues. J'évoquais cette guerre intestine entre langues, sur la langue arabe, le berbère, le français, aujourd'hui donc l'anglais. Pourquoi pas d'autres langues aussi à se développer? Le français, il y a un espace francophone qui est très important, sur lequel l'Algérie pourrait aussi jouer pour conforter aussi cette ambition de rebond diplomatique. Et c'est un outil économique aussi, un espace économique francophone. Il y a aussi une diaspora algérienne francophone, soit en Europe, en France, en Belgique, mais aussi au Canada, et qui est francophone, ou la diaspora algérienne globalement est francophone. Donc elle a besoin aussi, par la francophonie, de maintenir ce lien avec les Algériens. D'ailleurs, je ne sais pas comment le qualifier. Voilà, donc la deuxième question, oui, l'avenir c'est très incertain en tout cas. L'avenir est très incertain alors d'une part, bien évidemment, lorsqu'on regarde les tensions actuelles avec, oui, la reconnaissance d'une république de l'autonomie de la Kabylie, puis du RIF, tout ça n'inaugure pas un avenir, je dirais, meilleur en termes de relations entre les deux pays, mais en même temps, comme je disais, il y a beaucoup de défis communs qui, j'imagine, pourraient aussi inciter dans l'avenir à revenir quand même sur la table de négociation, à discuter. D'ailleurs, les diplomates des deux pays ne disent pas qu'on refuse totalement de négocier. Bien sûr, chaque pays impose ses critères et ses principes, mais en même temps, il y a quand même une volonté il y a un regret, en tout cas, partagé, d'ailleurs, des deux peuples, et surtout les peuples des deux pays, qui peuvent aussi, à l'avenir, faire pression sur un rapprochement. Pour le moment, c'est vrai que la société civile des deux pays ne compte pas politiquement dans les décisions, dans la prise de décision, mais à l'avenir, elle pourrait aussi exercer par plusieurs manières de la pression et encourager en tout cas l'intégration régionale via l'Union du Maghreb en 88 faisait partie des solutions proposées pour justement contourner le conflit du Sahara occidental, c'est-à-dire une solution intermédiaire, une intégration régionale avec un effacement progressif des frontières, je dirais, et qui pourrait être une alternative, qui devrait être une alternative. Ça a échoué. Il a échoué, mais d'ailleurs, d'autres pays, l'Algérie continue à discuter avec les Tunisiens, les Mauritaniens, dans le cadre de l'UMA, d'ailleurs. Il y a des partenariats qui se construisent, économiques. Le Maroc aussi, avec la Mauritanie, renforce des partenariats stratégiques dans le domaine énergétique ou ailleurs ou autre. Voilà, donc à l'avenir, pourquoi pas, mais pour le moment, en tout cas, ce ne sera pas demain un rapprochement, un apaisement.
Je vais poursuivre avec les questions en ligne. On en a pas mal. Donc, je vais essayer de les regrouper en termes de gouvernance d'abord. On nous demande qui gouverne en Algérie et à qui profiterait de la réélection successive de Bouteflika malgré ses problèmes de santé. Et Mais on n'en parle plus, hein, de Bouteflika. je vous pose, je suis scribe. C'est une vieille question. Hein. Ça fait quelques années qu'elle traîne dans le chat, je pense. Donc, encore une fois, sur ce point, on nous dit ici que tout observateur de la situation actuelle en Algérie note l'absence d'une vision, d'une stratégie, d'un fil conducteur entre les différents projets et les initiatives portées par l'État, et qu'elles sont finalement plus réactives et en réponse aux initiatives ou à des projets entrepris par d'autres pays. Donc on vous demande si vous partagez ce point de vue et s'il serait judicieux de construire une offre propre qui tient compte des potentialités actuelles et développer des capacités pour une vision industrielle et économique plus favorable aux objectifs du pays, ou alors carrément mettre la main dans la main des voisins et construire un écosystème régional complémentaire, productif et compétitif. Voilà, c'est des questions légères. Oui, alors peut-être commencer par la deuxième question. C'est vrai qu'il y a une absence de clarté, l'opacité de l'État algérien. Ça les protège, mais en même temps, ça ne crée pas un bon climat pour les affaires, c'est-à-dire pour le développement de l'économie, notamment pour les investisseurs, y compris locaux. Les investisseurs locaux et étrangers sont à ce jour dans l'attente de clarifier une perspective, de tracer de façon un peu plus claire une stratégie d'ensemble. Est-ce qu'on ouvre les frontières à l'investissement ou pas? Et puis le climat tendu aussi sur le plan diplomatique nous contribue à cette réticence, en tout cas, des investisseurs étrangers. Donc la réforme, les mesures, je dirais, juridiques, la réforme constitutionnelle sur la loi 49-51 et puis d'autres mesures qui facilitent l'investissement, oui, bien sûr, elles sont intéressantes, mais en même temps, tant que le climat global n'est pas très rassurant, les investisseurs vont rester dans l'attente. Et puis, il y a d'autres secteurs qui restent à ce jour fermés. Le tourisme, un pays gigantesque qui aurait pu accueillir quelques millions même de touristes, n'accueille que quelques centaines, dizaines de milliers par an. C'est un manque à gagner pour le pays, pour le développement économique du pays, surtout d'autant qu'on cherche une alternative aux hydrocarbures. Donc, juste quelques chiffres sur le tourisme qui sont assez éclairants, oui, je trouve. Pour parler de pays méditerranéens, l'extrême, c'est la Croatie. Le tourisme en Croatie représente 25% du PIB. 25% du PIB. En France, c'est 4-5%. En Tunisie, c'est 4-5% du PIB. Et la France est le plus gros pays touristique, pourtant. Le Maroc, c'est 10%. L'Algérie, c'est 0,04%. C'est ça? C'est-à-dire rien. Oui, c'est un choix. Oui, oui. C'est un choix. Bien sûr. C'est un choix. Bien sûr. Actuellement, les choses se font plus librement. Il y a des perspectives, effectivement, d'ouverture, le champ du tourisme. Il y a beaucoup de travail qui est fait dans ce sens. Et je pense qu'effectivement, les personnes ont pris conscience au niveau des gouvernances que c'était effectivement porteur. Donc, exactement, c'est pour ça que je dis... des perspectives et des objets, mais tout n'est pas facile vu la conjoncture actuelle et le contexte géopolitique où il y a énormément de menaces. On ne peut pas ramener des gens si on leur dit n'allez pas dans le sud, vous risquez telle et telle agression ou tel et tel terrorisme. Donc il y a tout un travail qui est fait dans ce sens et je crois qu'il faut en prendre conscience. Mais la volonté y est, moi j'y étais il n'y a pas longtemps et beaucoup de choses se font en tout cas dans ce domaine puisque moi-même j'y ai participé. Exactement. C'est vrai que c'est 3 ou 4 dernières années sur le tourisme, notamment l'annulation des visas pour aller directement dans le sud,
Voilà, c'est des mesures, mais pour un tourisme, c'est-à-dire pour arriver à la hauteur, c'est progressif. On est dans l'attente. Dans tous les projets que je mentionnais, oui, il y a quand même une progression lente, vu le contexte. Elle est lente. Espérons qu'il n'y ait pas de revirement. Voilà, espérons qu'il n'y ait pas de revirement. Actuellement, on privilégie le tourisme local. Exactement. Et le tourisme des personnes, des Algériens d'abord dans les grandes villes. Et ça, c'est aussi quelque chose qui est fait actuellement et qui est très porteur. C'est vrai que l'une des particularités aussi, des choix des autorités algériennes, c'est aussi avec cet esprit souverainiste aussi de privilégier, y compris dans l'investissement dans d'autres secteurs, privilégier plutôt les investisseurs locaux, comparé par exemple à d'autres pays des populations locales. Les populations ne sortaient pas, n'avaient pas ce goût du voyage, du déplacement. Donc il y a un travail énorme qui est fait dans ce sens et on assiste à énormément de populations algériennes, de familles qui découvrent le Sud aujourd'hui, qui découvrent les différentes régions. Et ça, c'est tout un travail qui est fait actuellement et que je trouve, moi, très intéressant. Tout à fait. Je vous rejoins. On a une dernière question ici. Mais c'est pas une question, c'est juste une remarque que tout à fait après l'indépendance, l'Algérie n'a pas voulu développer un tourisme de masse comme en Tunisie et au Maroc, justement pour ne pas abîmer le pays. Et c'était un tourisme de haute technicité, quoi. C'était les gens qui pouvaient payer, qui venaient sans abîmer le pays. D'ailleurs, il y a eu des complexes touristiques qui ont été construits tout à fait au début sur la côte méditerranéenne et un peu dans le sud aussi, dans cette optique-là. Bon, alors bien sûr, après il y a eu les problèmes politiques, la décennie noire, tout ça qui a bloqué absolument tout, quoi. Oui, ça a reconstruit. Mais c'était un choix politique au départ. Oui. Voilà. Non, dans les années le tourisme de masse, ils n'en voulaient pas. 70-80, voilà. Dans les plans. Moi, enfant, on voyait des touristes étrangers, des Allemands, des Européens globalement qui arrivaient. Et puis l'autre secteur au-delà du tourisme, c'est le numérique. Le numérique, il y a un rapport de l'ONU, de la Banque mondiale, sur la région MENA, donc Algérie inclus, qui indiquait une augmentation de 40% du PIB par habitant si les États intégraient de façon importante le numérique dans l'économie. C'est-à-dire le paiement en ligne, etc., avec tout ce que ça suit. Ça se fait aussi aujourd'hui, on recense plus de 5000 startups, notamment dans le numérique, principalement. Voilà, bon, il faut aussi laisser le temps au temps, oui, voilà. Oui, parce que l'Algérie, dans son quatrième plan, enfin dans le plan quadriennal qui était le deuxième plan d'Algérie, avait un volet touristique. Oui. J'ai même travaillé. Donc, très bien, oui. Merci pour il y a le système de Airbnb qui se développe aussi lentement, mais ça se développe dans le Sud en particulier. Oui. Un grand merci à vous tous. Merci à Brahim. Merci à vous tous.